Impulse, qui accompagne les champions jusqu'au sommet, présente 20h-21h, les tontons du mondial, Joseph Ruiz. Merci de nous trouver à l'antenne de Sud Radio. Les tontons du mondial, 1 heure de débat tous les soirs du lundi au vendredi. Des questions autour de la Coupe du Monde forcément. Et on va revenir ce soir sur le match France-Sénégal remporté par les Bleus 3-1. Et pour en parler avec nous ce soir, on retrouve Eric Blanc. Bonjour Eric. Bonsoir. On retrouve effectivement bonsoir, tout à fait, les 20h. Maintenant, on doit dire bonsoir, effectivement. En face, Nabil Djellit, bonsoir. Bonsoir Nabil. À tous. Alors, ton penalty à la fin de. Une panenne karaté comme d'hab. Une panenne karaté, effectivement. La chronique de la fin de l'émission, ce sera notamment sur un certain Lionel Messi. Effectivement. Et un potentiel carton rouge qu'on aurait pu avoir autour de la table. Évidemment, il est là, il est présent, Emmanuel Galasso. Bonsoir à tous. Bonsoir Manu. Alors, le sommaire de l'émission, il va arriver dans quelques instants, mais juste avant, vous l'avez entendu dans le flash sur Sud Radio, une triste information. L'entraîneur du Stade Brestois, Eric Roy, malheureusement est mort ce mercredi à l'âge de 58 ans. C'est sa famille qui l'annonce. Il est parti d'un cancer du pancréas. Il se battait contre depuis 3 ans. Il avait notamment porté les couleurs de Toulon, de l'OM, de l'OL et de Nice notamment. Alors forcément, Nabil, c'est un choc parce que c'est une personnalité forte dans le monde du football et notamment en France. Oui, effectivement, c'est très triste. C'est un visage de la Ligue 1 qui a épousé l'histoire de notre championnat, de notre football. Et vous l'avez rappelé, il a été joueur, il a été formé notamment à Nice, mais il a aussi, avant d'être entraîneur à Brest depuis 3 ans et demi, il a été également directeur sportif à Lens, donc il a épousé tout le spectre du football français. Et puis sur ces 3 dernières années, alors dans le milieu évidemment on savait que c'était un petit peu compliqué pour lui, mais lui avait beaucoup de dignité, n'en parlait pas. Et il a eu cette formidable épopée avec Brest, où il a aussi réussi des belles choses. Il a joué la Ligue des Champions notamment, et effectivement c'est un départ très douloureux pour le football français. Donc on pense à lui et forcément on a une pensée pour sa famille. Le sommaire des tontons du mondial sur Sud Radio, on va revenir sur ce France-Sénégal 3-1. Est-ce que c'est un match pour autant satisfaisant? Vous allez nous dire, cher tonton, si vous pensez que oui, Deschamps, il a des satisfactions. Mbappé a marqué, Michael Olise notamment a été excellent. Qui selon vous est l'homme du match? En revanche, il y a quelques joueurs qui sont peut-être passés un petit peu à côté, et notamment Ousmane Dembélé. Pour autant, y a-t-il un problème Ousmane Dembélé? Nous allons en parler tous ensemble pendant 1 heure dans les tontons du mondial sur Sud Radio. Mais d'abord, l'échauffement des tontons. Les tontons du mondial, l'échauffement. Alors, 4 matchs qui ont eu lieu hier soir et cette nuit. Irak-Norvège, 4-1 pour la Norvège avec un doublé d'Erling Haaland. La défaite de l'Algérie qui ne va pas faire plaisir à Nabil Djellit. Voilà, oui, tant que ça fait plaisir à Eric. ça peut mieux se terminer. Que l'Algérie perde. Oui. Et sinon, je ne vais plus sortir chez moi. Contre l'Argentine. Quand même pas. Il va y avoir. Ça va être la fête forcément dans les rues. Tu me mets un contrat. Alors, je ne pense pas à ça. Autriche-Jordanie, ça a fait 3-1 pour l'Autriche, et en ce moment à l'heure à laquelle on parle, le Portugal est tenu en échec par la République démocratique du Congo, 1-1. Si vous n'avez pas pu rester éveillé pour tous ces matchs, on l'a fait pour vous. Les tontons sur Sud Radio l'ont fait pour vous, et en démarrant par le choix de Manu, forcément qui se porte sur un autre homme qui a brillé, c'est Lionel Messi, c'est ça? Absolument. Joseph, alors on est même resté éveillé toute la nuit, c'était à 3h du mat. Les autres matchs, généralement, je me les faisais en replay. Là, j'ai pas pu, j'étais trop excité, j'attendais trop ce match. Et Messi masterclass, 6e Coupe du Monde, 39 ans, il égalise Klose avec 16 buts en Coupe du Monde. Ça, c'est pour les stats. Pour le reste, parce qu'on va sortir des stats, c'est un extraterrestre, c'est le plus grand joueur de l'histoire. Qu'est-ce qu'on peut dire de Messi? Moi, il m'a rien appris, Messi. Il m'a juste appris que tout ce qu'il nous a montré hier soir, il sait encore le faire à 39 ans. Mais ce que je découvre avec lui depuis 2022, c'est l'aura du gars, quoi. Le leadership. Il arrive à l'échauffement, il arrive au début du match, c'est le capitaine, c'est le chef militaire, il y a la cavalerie de la Pampa derrière, les gars, ils sont tous prêts à laisser un rein pour lui. Alors c'est pas des foudres de guerre, c'est comme en 2022, mais c'est le tout pour Messi. Il y a 10 guerriers, prêts à tout pour le plus grand joueur de l'histoire. Ça a ramené une Coupe du Monde il y a 4 ans, donc il faut prendre très au sérieux cette équipe de l'Argentine qui fait partie des favoris, et on n'exclut pas, parce que là il y a l'autre dinosaure qui est en train de jouer actuellement, Cristiano Ronaldo. Il a un peu plus de mal. Il a un peu plus de mal. Ouais. C'est un peu plus diesel, mais on n'exclut pas un Portugal-Argentine qui serait absolument historique pour la dernière Coupe du Monde. C'est extraordinaire. Bon, malheureusement, il a fait un peu mal à son adversaire, l'Algérie. On va en parler avec Nabil Djellit.
L'Algérie, on en parlait, Nabil. Bon, beaucoup l'ont dit. Est-ce que c'est catastrophique à ce point-là? Là, sur le match, effectivement, le rendu, la copie, effectivement, est assez désastreux du côté algérien. On a l'impression qu'ils étaient spectateurs, probablement spectateurs de Lionel Messi. Bon, ça a un peu fini en 1-2-3. Qu'est-ce qu'on a pris sur ce match-là? On en a pris tri. On en a pris tri et on a pris cher. Maintenant, effectivement, que l'Algérie soit battue par l'Argentine, c'est quelque chose qui est logique. C'est une équipe qui est championne du monde. Il y a 4 ans, pendant 75 minutes, elle marchait sur l'équipe de France. Mais en étant si peu protagoniste, alors que l'Argentine ne pressait pas forcément et parfois laissait même l'Algérie venir. Ouais, c'est effectivement une grosse déception pour l'Algérie. Maintenant, pour l'Algérie comme pour d'autres équipes, le tournoi, il est encore possible dans le sens où, avec le nouveau format et effectivement la possibilité de se qualifier en meilleur troisième, une défaite, c'est pas éliminatoire. Tu perds pas complètement espoir. Tu perds pas espoir et surtout derrière, et c'est là où ça va jouer pour les Algériens, ça sera contre la Jordanie. Mais on pourra refaire un point et vous pourrez m'appeler Tonton du Bled à ce moment-là. Avec grand plaisir. Je te mens pas que j'y avais pensé un petit peu, mais j'attendais que c'était toi qui me fasse la passe D quand même. Ça veut dire qu'on a certains automatismes, peut-être plus que certains joueurs algériens sur le terrain. C'est vrai que c'était un peu triste à certains moments. Mais si l'Algérie avait vu son but accordé en début de match, refusé par la VAR, ça aurait pu être différent. Ce sera des matchs contre la Jordanie et l'Autriche, les 2 derniers matchs de l'Algérie, 5h et 4h du matin. Voilà. Faudra pas faire la politique de l'Autriche sur le 3e match. Exactement, j'aime beaucoup. Allez, on va partir avec la pensée d'Éric Blanc. Ce qu'il a retenu, c'est notamment le Irak-Norvège. On va vous expliquer. 20h, 21h, les tontons du mondial. Oui, parce que Eric, c'est les 2 prochains adversaires. On doit avoir peur d'eux ou pas? Non, pas du tout, parce que j'ai vu le match où on a découvert l'équipe d'Irak, qui est sympathique d'ailleurs, avec des joueurs quand même assez vifs, qui vont devant, qui sont techniques. Mais maintenant, imaginer ce pays nous battre, non. Donc on est déjà en 16e de finale, on va sortir premier de la poule. Les Norvégiens, confiant, Eric. Non, mais faut être sérieux. Donc c'est une émission sérieuse. En même temps, on peut déconner aussi, un peu de dérision. Mais ce que je dis, je le pense. Et les Norvégiens, il y a Haaland, le Viking. J'adore les rameurs dans les tribunes. Ils sont magnifiques d'ailleurs. J'adore. Ils l'ont fait beaucoup en fait. Dans les tribunes, on les voit faire exceptionnel. Imiter les rameurs. C'est le signe de guerre. Les galères. Non, mais moi j'adore. Après Haaland, il a été présent. Bravo à lui parce que première Coupe du Monde, il marque 2 buts. Il est important dans le système. Et donc après, je pense que ça va se battre entre le Sénégal et bien sûr la Norvège. Maintenant l'équipe de France, ça sort le grand braquet, elle est en confiance, elle vient de lancer sa Coupe du Monde, le Kicks a claqué 2 buts, le serial buteur, le tueur, il est rayonnant. Voilà. On n'a pas peur en tout cas ni de l'Irak ni de la Norvège. Les Norvégiens qui rament moins que les Algériens quand même. Effectivement, voilà. C'est pas Nabil. Ça tacle le sévère là. J'ai l'impression qu'il y a j'ai l'impression que ça joue à l'Argentine. Vos barques sont trouées. On verra. Tu sais qu'il y a des équipes qui ont perdu un premier match et qui ont quand même voyagé loin dans un tournoi en parlant de barques. Attention. Faut pas trop l'énerver, Nabil. Non, je suis pas énervé, jamais. C'est que du sport et du foot. Exactement. Et de la fraternité pour faire un peu de démagogie. Exactement. Allez, on va passer à l'équipe de France. On a beaucoup de débats à avoir sur l'équipe de France. Cette victoire contre le Sénégal 3-1, mais ça a vraiment pas été facile pour nos Bleus. Une première mi-temps notamment assez compliquée. Est-ce qu'il faut dire tout simplement merci Mbappé et passer à autre chose au prochain match contre l'Irak? On va en parler. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio dans les Tontons du Mondial. Impulse, qui accompagne les champions jusqu'au sommet, présente 20h, 21h, les tontons du mondial, Joseph Ruiz. Et on se retrouve pour débriefer France-Sénégal, premier match de poule des Bleus, la victoire des Bleus 3-1, inquiétant en première période. Non Bleus, on va pas se mentir, avec un poteau notamment qu'on a subi. On a été chanceux d'ailleurs de pas le prendre celui-là. C'est sorti, Dieu merci. Le réveil en deuxième, voilà. Et Mbappé, un doublé. Barcola qui est en sortie de banc a marqué aussi le but d'Mbaye qui nous a fait un peu frissonner. Mais les Bleus finalement s'en sortent, on a gagné. Est-ce que le reste on s'en fout? Est-ce que c'est le plus important, la victoire? On va se poser la question avec autour de la table Emmanuel Galasso, Nabil Djellit et Eric Blanc dans les Tontons du Mondial sur Sud Radio. Les amis, coup d'envoi. Alors, un seul tir en première période. On a eu un peu peur dans ce match. Eric, est-ce que selon toi le match des Bleus finalement, la victoire au bout malgré une période difficile, est-ce que tu es satisfait de ce premier match des Bleus?
Il fallait gagner, mais enfin l'équipe de France, comme je le disais, c'est les crêpes Suzette, un coup à l'endroit, à l'envers. Donc t'as une première mi-temps à jeter, t'as Mbappé qui a fait des appels mais qui a tout raté dans les grandes largeurs, une équipe qui dormait, qui était dans son sac de couchage, qui était pas sortie. Donc ça me faisait pas spécialement peur, mais face à une équipe du Sénégal quand même qui aurait pu mériter de mener 2-0 parce que on oublie l'occasion de la dernière minute face au poteau de Sarr qui envoie le ballon au-dessus de la barre alors qu'il était tout seul. Donc ça rigole pas, ça fait 2-0 et là c'est plus la même mayonnaise. Deuxième mi-temps il rentre. Moi j'ai trouvé quand même le Sénégal qui était compact en première mi-temps, qui arrivait, s'est effondré athlétiquement. L'équipe de France a pris le pas aussi. Olysée il a été recentré au centre, enfin au milieu du terrain. Et puis bon voilà, Olysée c'est comme le Beaujolais nouveau, le voir c'est le boire. C'est un mec qui a tout le, il peut te rendre, non mais il peut te rendre plus que le Beaujolais de temps en temps, même si on adore je sais le pas Beaujolais. s'il était bon, je bois pas, mais bon, enfin on en parle tout le temps du Beaujolais quand il arrive, et lui il arrive, c'est sa première Coupe du Monde, on le découvre. Donc il peut prendre les clés du camion, ce qui malheureusement, et je laisse le ballon, c'est que Dembélé il est en covoiturage, mais maintenant il touche plus les pédales. C'est-à-dire qu'il est au fond de la bagnole et il va falloir qu'il remonte quand même à côté. Alors est-ce que Olysée et Mbappé vont prendre les clés? Oui, et puis Mbappé c'est le kicks, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Je faisais référence à Audiard, Sois belle et tais-toi, le titre d'un film, et j'avais dit Marc et tais-toi, c'est ce qu'il a fait. Mais il n'a pas fait que ça, il a parlé quand même derrière. Et on parlera en particulier de Mbappé, de Dembélé. On reviendra sur les performances individuelles et là sur la performance collective. Nabil, est-ce que tu es sorti du match en étant satisfait de la performance des Bleus? Bah forcément, puisque c'est comme un combat de boxe. Si tu regardes les 6 premiers rounds, ça se passe mal, et que les 6 suivants sur un match de 12 rounds se placent très bien, et tu vois une maîtrise, et tu vois que tu as pris le pas sur ton adversaire, bah tu t'es dit que tu es en mode diesel. Et en face quand même c'était costaud dans le Sénégal. Le Sénégal, c'était plus qu'un match de Coupe du Monde, c'était aussi un match de prestige, parce que il y a une dimension qui dépasse presque le football, puisqu'on connaît les liens. Aussi il y a une forme de rivalité, et après il y a certains qui disaient que le Sénégal hier n'a pas été au niveau. Sur la première mi-temps, ils sont bons. Il l'a dit, Eric, à juste titre. Non, mais on a une baraque à son nom. Le tournoi, on en parlera certainement. C'est effectivement cette action de Jackson et effectivement Maignan. C'est le tournant du match. Voilà, et Maignan qui va avec une baraque à son nom. J'ai pas envie de citer le nom d'un animal. J'aime pas du tout cette comparaison. Ouais, effectivement, on peut imaginer. Ouais, j'aime pas trop. Okay. Et en tout cas, on a eu de la réussite là-dessus et ça aurait pu reparamétrer complètement ce match. Hier, on a battu une bonne équipe. On démarre pas le tournoi tranquillou, quoi. En face, c'est quand même des joueurs d'un très bon niveau. Jackson, ça joue au Bayern. Lamine Camara, c'est un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. Crépin Diatta, ça joue à Monaco. Khalidou Koulibaly. Il y a des bons joueurs. Non, mais effectivement, il y a des bons joueurs. On n'a pas battu une petite équipe. Donc qu'on soit secoué, que les gars ils regardent, ils rentrent dans le match en étant à 120%, en se disant c'est l'équipe de France, c'est des targets, on va les bousculer, on va rendre fiers tout le monde, le Sénégal et l'Afrique. Moi, ça m'a pas surpris. Ensuite, évidemment, la deuxième mi-temps, il y a un moment, le talent, il a fait la différence, et à un moment, le talent en col hors catégorie, il est du côté de la France. Et oui, Mbappé, on en parlera. Mbappé, il nous a fait gagner le match, c'est tout. Satisfait ou pas, Manu, sur la prestation globale collective des Bleus? Est-ce qu'à la fin, tu étais plutôt content? Je trouve que la première mi-temps, finalement, c'est ce qu'on attendait. C'était le piège sénégalais. On est tombé dans le piège sénégalais. Ils étaient béton sur toutes les lignes. Ils étaient en bloc médian. Et en fait, ils sont allés nous chercher ni trop haut parce qu'ils avaient peur de se faire contrer. Et ils ont pas mis le buste non plus parce que ils nous craignent forcément avec les 4 qu'on a de devant. Donc le Sénégal a joué sa partition. On est tombé dans le piège en première mi-temps. Et il y a eu un petit coup de baguette magique à la mi-temps. On va en parler juste après. Mais oui, il y a une équipe de France métamorphosée et on aurait pu tomber dans ce piège jusqu'à la dernière minute. Ça aurait pu finir sur un 0-0, sur un match âpre jusqu'au bout. Et voilà, on a eu cette étincelle. Donc on a su gérer ce piège sénégalais et on a su jouer sur nos forces. Surtout. Alors il y a la question de savoir pourquoi est-ce que les Bleus en première période étaient un peu hors dedans. Alors il peut y avoir plusieurs explications et la première, elle a été donnée notamment par Adrien Rabiot en zone mixte. On écoute. Ça ressemble plus à un synthé assez dur, assez rigide. Mais bon, c'est comme ça pour toutes les équipes et faut s'adapter. J'espère qu'on aura quand même un meilleur terrain sur les autres rencontres. Alors c'est quoi? C'est la pelouse, c'est le track, c'est le premier match, c'est l'adversaire, Eric? Nous on était devant notre poste. Alors le terrain, on en a parlé, on a entendu les commentateurs. On l'a vu, c'était une catastrophe le terrain du MetLife. Il fallait appuyer davantage les ballons, sinon ça ralentissait. D'ailleurs, Haaland il marque un but, le deuxième comme ça, sur une passe en arrière, mauvaise pour le gardien, son gardien, et lui il arrive, il tacle. Pour revenir, on peut pas dire, c'est un terrain, faut s'adapter. Moi, j'entends ce que dira Rabiot. Il est dans son droit, il est joueur, je respecte.
respecte, mais c'est pas ça. Moi, Comment tu l'expliques alors j'ai entendu dire quand même que les joueurs étaient un peu crispés, tendus. C'est l'ouverture, tu dois gagner, t'as une pression. Et même si ce sont des grandes stars, et ils jouent des grands matchs dans le monde entier. Bon, ça reste une Coupe du Monde. Donc il y a cette raison. Après, moi j'ai trouvé les Sénégalais très très bons, très forts, compacts, denses. Ils nous sont rentrés dedans, ils nous ont fait mal. On est sorti un peu mou, tu vois, comme des concombres trop cuits, quoi. Donc après, moi j'ai aimé quand même Upamecano. Parce qu'il a fait une ou deux fautes, quand même. Il t'a rassuré en première période. C'est un fauve. Et bon, alors, bien sûr, il se fait prendre avec Jackson, le poteau, etc. Mais il a été présent. Rabiot, il a apporté un côté. Tu nous diras tout à l'heure, Eric, d'ailleurs, sur les performances individuelles. Effectivement, tout ça pour dire que ça a basculé. Et la France, après, a changé son système de jeu. Ils ont pris le jeu à leur compte et voilà, que le talent a parlé. Deschamps qui a dû, déjà, t'as dit, Eric, t'as raison, il a réajusté, il a mis Olysée derrière l'attaquant. On a vu la connexion Olysée-Mbappé, on a compris que ça devait être probablement un des axes forts de l'équipe de France sur cette compétition. Probablement le discours du coach, également, à la mi-temps. Donc, on n'a pas les images, on n'a pas les mots, mais peut-être qu'après la compétition, on comprendra un peu plus ce qui s'est passé, et notamment ce changement de braquet. Après, voilà, les Sénégalais se sont un peu affaissés physiquement. D'autant qu'eux, ils avaient un peu densifié leur milieu de terrain. Ils étaient passés un milieu de terrain à 3 en début de match, alors que eux évoluent en 4-2-3-1 comme nous, initialement. À la CAN, ils ont toujours évolué en 4-2-3-1. Ils ont densifié le milieu de terrain. Je pense qu'ils avaient certainement identifié des choses. Et les ajustements de Didier Deschamps, et notamment Olysée qui est venu comme ça entre les lignes, ça a aussi un peu déréglé la machine sénégalaise. Après, franchement, pour moi, je vais vous la faire un peu directe, là. L'essentiel, c'est les 3 points. Là, c'est une entame de tournoi. C'est le premier match. On a pris les 3 points. On avait un match un peu piège, t'as raison, face au Sénégal. Oui. On a fait le job. Maintenant, moi, j'ai hâte surtout de voir la suite. Et je trouve qu'on n'a pas tant de mal au crâne que ça après ce match-là. C'est rassurant, en fait, de gagner sans être non plus extraordinaire, Manu. Oui, bien sûr. Il faut. Pour être champion du monde, il faut gagner tous les types de matchs. Il faut affronter des adversaires qui vont te mettre le bus, qui vont rien te proposer. Ça va être rentré par un trou de souris pour les gagner. Ça va être affronter des équipes qui viennent te chercher au milieu de terrain avec qui tu fais jeu égal. Il faut être capable de battre tous les styles d'équipe, parce que quand tu arrives en finale face à l'autre taulier de la Coupe du Monde, il va te proposer à peu près tous les schémas tactiques pour te mettre en difficulté. Donc oui, on a su s'adapter, et moi je trouve un match très rassurant si on prend dans la globalité. Je trouve que la deuxième mi-temps a complètement effacé la première mi-temps, qui s'explique par une entrée en compétition, par de l'appréhension et par un très bon niveau sénégalais. Et on va commencer les performances individuelles avec un homme. J'ai trouvé Eric Blanc très bon jusqu'à présent. Juste une cour, et après on va passer à Mbappé. Je le ramène en scooter ce soir. Et il habite loin, à Maison Lafitte. Mais c'est plutôt Maison Lafitte pour moi. Moi je suis pas si sûr que les 2 matchs qui vont arriver vont nous apporter quelque chose de plus. Bien sûr, tu vas pédaler, tu vas courir. On va pouvoir faire rentrer. Oui, mais je suis pas sûr. On a battu le chapeau 2. Il a dit tout à l'heure, Eric, qu'il n'a pas très peur de nos adversaires. On va gagner ces matchs-là. Est-ce qu'on aura des certitudes? On attaquera les 16e avec un Cloporte qui sera 3e. T'es plutôt positif, Eric. On va attendre les 8e, comme vous voyez. Là, c'est comme les colonies de vacances, ils ont 15 jours. Ouais, mais on va quand même tirer des conclusions dans les tontons du mondial sur Sud Radio. On aura quand même des trucs à dire. Allez, on va parler des perfs individuels en commençant par, forcément, Kylian Mbappé. 20h-21h, les tontons du mondial. Et Kylian Mbappé, finalement, Manu, il ressemble un peu à cette équipe de France. Et à la conclusion, ça a été difficile pendant une grosse partie du match. Et finalement, il plante un doublé. Est-ce qu'on peut dire autre chose que merci Kylian ? Oui, merci Kylian, pas que. Merci en partie à Kylian, merci à Deschamps, merci à Olysée, merci à Upamecano. J'y expliquerai après pourquoi Olysée. Mais en tout cas, merci à Mbappé, parce qu'il a su être pourvu en début de match. Mbappé, je l'ai senti perdu sur le terrain. Perdu comme ses coéquipiers. Il a dézonné, le penalty qu'il doit obtenir, il part de la droite, c'était Mbappé 2018. Il allait sur le côté pour créer du danger, et ce qui était rassurant par contre dès la première mi-temps, c'est qu'on sent qu'il a des cannes, qu'il prend la profondeur, et il se fait confiance pour faire des différences individuelles, ce qui n'était pas le cas depuis très longtemps, quand même, peut-être même depuis 2022 en équipe de France, où il arrivait à avoir des stats, mais à faire moins de différences individuelles. Donc merci Mbappé parce que c'est lui qui nous permet de respirer. Merci Mbappé parce que c'est lui qui conclut le match, donc il met les 2 buts les plus importants de la rencontre. Je pense qu'il faut pas le sortir du collectif, parce que il bénéficie de tout ce qu'il y a eu autour de lui,
c'est pour ça que je dis pas que merci à Mbappé, mais merci en partie à Mbappé. Et je suis très rassuré de voir Mbappé à ce niveau-là, dans un poste qui n'est sans doute toujours pas le sien, mais avec une animation qu'il valorise. En tout cas, il marque à ce poste-là. Celui qui n'est pas à son poste, c'est surtout Dembélé, parce Exactement. que dire qu'Mbappé n'est pas à son poste, alors qu'il a fait toute la saison au Real Madrid à ce poste-là, ça fait en un étant moment, un des plus peut-être gros pas son buteurs. meilleur poste. Voilà. Voilà ce que je veux dire. Mais oui, après, c'est ce que je dis. Je sais qu'on est dans un monde de nuances. C'est vrai, effectivement. Mbappé a un doublé, donc on rappelle un 57e et 58e but en bleu, donc il dépasse le total de buts d'Olivier Giroud. D'ailleurs, stat dingue, il a inscrit ses 13 derniers buts à la Coupe du Monde à partir de la 60e minute. C'est l'homme du match pour toi, Nabil, ou pas? Ah bah clairement, je vois pas un autre homme du match. Alors on peut toujours discuter. Alors on peut toujours discuter du réajustement tactique d'Olysée, effectivement, qui a bonifié Mbappé. Mais déjà, il ouvre la marque. Déjà, bon, alors la première mi-temps, elle est pas bonne. Techniquement, elle est dégueulasse, si je puis me permettre ce terme-là. C'est une perte de balle. Ouais, et surtout une sensibilité de pied très loin. C'est-à-dire que j'avais vu le mauvais Mbappé du Real quand il était dans le trou, même la coordination, les courses, etc. Mais après, c'est effectivement, il y a tout un écosystème autour de lui par rapport auquel aussi il faut qu'il lui s'adapte, quoi. Mais la deuxième mi-temps, c'est un tueur à gage. Vous pouvez me le retourner dans tous les sens. Quand ils reviennent à 2-1, il les laisse pas espérer, mais la clume directe avec une frappe comme Messi hier contre l'Algérie. Donc bon, ça, si c'est pas des gestes de grands joueurs, je sais pas ce que c'est. Maintenant, si certains sont là avec leur data, etc., et qui regardent le nombre de replis défensifs, s'il en a pas fait autant que Erling Haaland, et ce qui fait qu'il nuit aux autres, bah, tant mieux pour eux. Je veux dire, moi, c'est pas du tout ma lecture du match. Il y a un moment, il faut être raison gardée. Son job, c'est de nous faire gagner et de marquer des buts. Et il le fait. Mais il l'a fait, en fait. Donc, moi, je comprends même pas que ça soit un sujet. En fait, pour moi, le sujet, c'est Dembélé. On va en parler après. D'ailleurs, effectivement, on va en parler dans les tontons du mondial sur Sud Radio. On va en parler de Dembélé, mais on peut aussi dire que Kylian Mbappé est un sujet, parce que lui-même, tu parlais dans l'émission il y a 2 jours en nous disant, voilà, il y a un bashing autour de Mbappé, mais il y avait des questions aussi qui se posaient. Il n'avait pas marqué sur les 2 derniers matchs amicaux, Eric. Là, en l'occurrence, il a marqué. Et est-ce qu'il a fait taire toutes les critiques, selon toi? L'émission précédente, on a démarré lundi, on a dit aussi qu'il a quitté le Paris Saint-Germain, ils ont gagné, Dembélé a été ballon d'or, ils font le back-to-back, il va à Madrid, ça gagne pas, donc obligatoirement on fait le rapport et on se dit, est-ce qu'on doit privilégier Mbappé, on le laisse avant-centre, Ancelotti disait qu'il devait jouer avant-centre à Madrid, Arbeloa l'a mis à ce poste-là avec Vinicius, ça n'a pas fonctionné, mais tout ça pour revenir à l'équipe de France. Ok, j'ai entendu, c'est Mbappé, ça va pas, on met Dembélé à sa place et on met Mbappé côté gauche. Mais là, on aura peut-être une faille défensive, il se repliera pas. Tandis que s'il reste dans l'axe, là où il est aujourd'hui, il a quand même des repères, même s'il pourrait surprendre Deschamps et un jour mettre, moi je n'y crois pas. Donc là, le problème, c'est que Dembélé, il joue en dessous, et là, il est perdu. Et en dessous de tout, surtout. Et là, moi j'ai peur, parce que la Coupe du Monde, c'est le territoire d'un fauve. Voilà. Qui s'appelle qui est en haut de la chaîne alimentaire. On voit, Eric, le débat qu'il est plus... Ouais, mais c'est important. Mais on peut remettre Dembélé peut-être sur la droite si on met Olysée derrière. On va se poser la question, Eric. José, Morillon, 31, 68, champion olympique. Ouais, le tandem, il y a un mec devant qui pédale, l'autre qui est juste derrière. Si on met Olysée, on dit à Dembélé de repartir à droite et faire les efforts sur les côtés, il les fera. Mais je note quelque chose. Peut-être qu'il retrouvera un peu de vie, parce qu'aujourd'hui, il est éteint. Je note quelque chose sur ce plateau des tontons du mondial sur Sud Radio, c'est que Mbappé n'est plus vraiment un sujet. Et pourquoi? Parce qu'il a marqué un doublé, notamment pour l'instant, effectivement. Mais le débat, il se tourne autour un peu plus de Dembélé, et on va se retrouver dans quelques instants sur le plateau des tontons du mondial sur Sud Radio. Impulse, qui accompagne les champions jusqu'au sommet, présente 20h, 21h, les tontons du mondial, Joseph Ruiz. On est ensemble jusqu'à 21h et on va parler désormais des performances individuelles de nos Bleus après cette victoire des Bleus 3-1 contre le Sénégal en ouverture de la Coupe du Monde. Vous écoutez les tontons du mondial sur Sud Radio et tout de suite, pause fraîcheur, on va parler des perfs individuelles. C'est parti. Les tontons du mondial, la pause fraîcheur. Et on se retrouve avec Eric Blanc, Nabil Djellit et Emmanuel Galasso. Et Emmanuel, tu voulais nous parler notamment de ce qui a bien marché. On a parlé de Kylian Mbappé, mais il y a un autre homme qui a crevé l'écran, c'est Michael Olysée. Michael Olysée, qui est passé à côté de sa première mi-temps. En tout cas, il a été en difficulté sur son côté droit. Et le tournant de ce match, c'est à la mi-temps quand Didier Deschamps le replace dans l'axe. Bon, on n'a pas découvert que Olysée avait de l'or dans les pieds, que c'est un crack individuellement. Moi, ce que j'ai découvert par contre, c'est que par son activité, aussi bien avec que sans ballon, il arrive à bonifier ses coéquipiers. Et pour moi,
Hier soir, il a réglé les deux problèmes majeurs de l'équipe de France, 2 problèmes tactiques. Le premier, c'est la connexion avec Mbappé. Mbappé qui était isolé en tant que neuf, qu'on n'arrivait pas à trouver. Lui, dès les premières minutes de la deuxième mi-temps, il a la fibre et il arrive à se connecter. Il arrive à avoir un jeu transversal direct, il lui fait 2 caviars, dont un qui mène au but d'Mbappé. Et l'autre problème tactique qu'on a, c'est ce fameux double pivot de Tchouaméni-Rabiot, où les deux jouent à plat, est en difficulté, sauf que comme Olysée redescend, il fait la navette entre l'attaque et la défense, ça permet à Tchouaméni de redescendre d'un cran, de jouer devant la défense en sentinelle qui est son meilleur poste, Rabiot en cran plus haut qui est en box-to-box, son meilleur poste aussi, et là bizarrement qu'est-ce qui se passe? Rabiot il fait une passe D pour Barcola, on le voit rayonner et on le voit faire des allers-retours, ce qui fait de mieux. C'est le leader technique de cette équipe de France selon toi ? Ouais. Pour moi c'est justement le point d'ancrage qui fera le lien entre l'attaque et la défense. La seule question que je pose, l'interrogation que j'ai, c'est physiquement est-ce qu'il va pouvoir répéter les efforts au long de la compétition? Et je conclue juste sur un truc rapide, je pense que ce coup tactique de Deschamps, ça peut être du 2018 Matuidi ailier gauche et du Griezmann 2022 quand il met avec les 2 autres au milieu. On va voir, ça a été un tournant pour le match du Sénégal, c'est peut-être même le tournant de ce mondial. Il y en a d'autres qui ont été bons dans ce match-là. Eric, tu me parlais tout à l'heure de Rabiot, on peut aussi citer Upamecano, mais il y a des joueurs, quand le match se termine, on peut se dire qu'ils sont rentrés dans leur Coupe du Monde, Eric. Upamecano, on n'avait pas trop de doutes, vu la saison qu'il a fait avec le Bayern, c'est le patron. L'inquiétude, c'est Konaté. D'ailleurs, voilà, quoi, on l'a pas vu. Saliba, il est là. Bon, il a fait une très bonne saison. Il a été bon, mais pas non plus exceptionnel. Mais ils ont réussi à récupérer des coups parce qu'on s'est fait prendre quand même par sur les côtés. Heureusement qu'ils ont été vigilants, concentrés défensivement. Voilà, après Rabiot, c'est Upamecano d'ailleurs, on a posé la question sur notre Facebook de Sud Radio. Ça a été le joueur qui a été le plus cité. C'est un platane. Enfin, quand tu le vois arriver en travers, t'as les guibolles qui tremblent. Non, mais tu crois que tu vas terminer à Salpêtrière, donc il peut tout enlever. Mais bon, il va vite. Après, moi, Rabiot, il a un moteur de V12. C'est vrai quand il peut, et puis il a eu cette passe fantastique. Il a perdu quand même 2-3 ballons. J'oublie pas en première mi-temps sur des choses assez simples. Et il a du volume et comme on a les 4 galactiques devant, donc voilà, il peut jouer juste. Tchouaméni, c'est vrai qu'il redescend, mais il joue pratiquement au niveau de Saliba en première mi-temps et d'Upamecano. Et tu l'as pas trouvé meilleur? T'as pas vu un autre Tchouaméni en deuxième mi-temps? Non, si j'ai vu. Je dis pas que j'attendais de Tchouaméni il y a 2-3 ans le futur Pogba, mais on faisait des comparaisons. Oui, c'était ça. Là, oublie l'histoire. Il joue à plat avec les 3 mecs derrière, comme il joue parfois au Real Madrid, où il a joué pour dépanner les absences de Militao, qui était blessé, Rudiger, il jouait. Donc, il a tendance à redescendre, et il joue même à 3 avec 2 latéraux qui sont à 15 mètres, je dirais, sur les côtés, mais nos latéraux, ils ont peur de la douane ou quoi? Ils ont pas de papier, ils osent pas jamais dédoubler, je les vois jamais. Eric, mais bon, après, c'est le système, il tient la route. C'est un gros sujet. Tu fais bien d'en parler. Les joueurs qui ont été un peu plus en difficulté. Parce que là, sur les tontons du mondial, on a vu sur Sud Radio, il y a pas mal de points positifs. Et on va aborder les points un peu plus négatifs, et notamment Ousmane Dembélé. 20h21h, les tontons du mondial. Allez, on continue à parler ensemble. Oui, Eric pensait que c'était une pub. C'est un petit jingle. Mais on l'écoute, on adore. On prend nos marques sur ce plateau pendant la Coupe du Monde. Nabil, tu commençais à en parler tout à l'heure, mais Ousmane Dembélé, c'est un vrai sujet. Est-ce qu'on peut dire que c'est un problème même? Je peux même dire qu'en deuxième mi-temps... C'est le premier à être sorti. Ouais, je peux même dire qu'en deuxième mi-temps, c'est un peu comme les dinosaures, quoi. Il a complètement disparu, quoi. non, mais c'est terrible. Ouais, mais est-ce que, contrairement aux dinosaures, il va revenir? En tout cas, quand on a un joueur de cette qualité-là, de ce talent-là, effectivement, on espère que les ajustements vont lui permettre de pouvoir exister, parce que c'est ça, en fait, l'histoire. En fait, pour moi, il est mort dans le film au moment où on se parle. Pourquoi? Parce qu'Mbappé, il prend le 9 et le faux 9. Olysée, tu l'as bien expliqué, il prend... l'ailier et il prend la création au centre. Mais en fait, il n'y a plus de place pour lui. Concrètement, il n'y a plus de place pour lui. Alors, tu peux toujours le décaler à droite, mais attention, quand on décale quelqu'un à droite, il y a aussi la complémentarité que tu dois avoir avec les autres. Et Jules Koundé derrière, là. Ouais. Là, on n'est pas sur Hakimi, quoi. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Dépendant de son arrière droit aussi. Il faut un arrière droit plus solide, surtout qu'il dézone beaucoup. Donc, dès le premier match, on doit changer. Pour l'Irak, tu veux pas voir Dembélé dans le 11?
je n'irai pas jusqu'à là. On rappelle quand même qu'il est Ballon d'Or, il y a quand même un statut, et que ça va être difficile. Ça coûte, et puis ça compte, et puis surtout, il y a un moment, il y a le management. Tu le mets sur le banc, tu te crées des histoires. Pas qu'à l'échelle de la France, hein. C'est en gros, ça va être en Mondovision, le Ballon d'Or est sur le banc de touche, quoi. Alors, on est extraordinaire, hein. On est chevalier du Zodiac, hein. On a des maisons de chevaliers en or partout, nous. Donc voilà. Non, moi je pense qu'il doit rester sur le terrain. Faut juste trouver les bons ajustements et essayer de lui permettre, lui, d'exister un peu plus. Mais c'est aussi à lui de faire le deuil de Ousmane Dembélé du PSG. Ouais, mais est-ce qu'il avait réussi parce que c'est pas le même système, c'est pas la même un peu plus de mal à s'adapter. Parce que c'est pas la même config. En fait, ce gars-là, c'est une sidération. C'est-à-dire qu'en fait, Luis Enrique lui a redonné une seconde carrière. Pourquoi? C'est un intermittent du spectacle exceptionnel au FC Barcelone. Des fois, je regardais les stats. Au mois de mars, il avait pas mis un but. Il y a 2 ans, je me retrouve au mois de mars. C'est quasiment le meilleur buteur du championnat des championnats européens cumulés. Donc, en fait, il faut pas oublier ça. C'est-à-dire que au Paris Saint-Germain, il est exposé et valorisé autrement. Là, en fait, c'est comme quand tu fais au basket. Il y a des leaders de franchise. Et en plein milieu de la saison, il y a le All-Star Break, là, ou je sais pas quoi, les All-Star. Donc, il y a tous les leaders de franchise qui se retrouvent. Et ben, quand tu regardes ces matchs-là, parfois, t'as des leaders de franchise qui sont à plus de 30 points de moyenne. Et quand ils se retrouvent avec d'autres stars, ils sont plus qu'à 10 points. Parce qu'en fait, il faut partager et il faut arriver. En fait, je pense comme Eric. En fait, c'est une histoire de loup. Et il peut pas y avoir plusieurs loups à la même table. Alors on continue à parler dans les tontons du mondial sur Sud Radio de Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or. Et ben c'est le gros sujet aujourd'hui dont tout le monde parle parce que tout le monde a été assez interloqué finalement par son match. Et la question qu'on se pose autour de la table avec Nabil Djellit, avec Eric Blanc et avec Emmanuel Galasso, c'est pourquoi est-ce que Ousmane Dembélé est passé complètement à côté? Est-ce que c'est une question physique? Est-ce que c'est une question de positionnement? Ouais, ben c'était un chaton en 2018, c'est devenu un tigre parce qu'il est Ballon d'Or et c'est Enrique qui l'a fait muer de l'un à l'autre. Et c'est dur de mettre un tigre sur le banc. Sauf un tigre de papier, mais ça c'est notre histoire. Et là c'est plutôt du Bengale, là. Il prend de la place sur le banc. Ce qui est sûr, c'est que 2018, il attaque la Coupe du Monde, il se plante face à l'Australie, Deschamps le sacrifie, lui coupe la tête pour mettre Matuidi à gauche. Là, entre-temps, il a un Ballon d'Or, c'est plus le même joueur, c'est plus le même statut et on voit qu'il a beaucoup plus de potentiel qu'en 2018 où c'était déjà un super joueur mais il avait prouvé moins de choses. Moi, j'ai quand même l'impression que la connexion Olise-Mbappé, là, on peut même faire l'impression qu'il y a un truc qui se passe, quoi. Ouais, il y a un truc qui se passe entre les deux. Belle histoire qui démarre là. Ouais, je sais pas jusqu'où ça peut aller. Dembélé, il y a une passe D potentielle. Ouais, mais Joseph rate son occasion. Joseph, là, en amical, il lui a filé une belle passe D et il y a eu but. Il y a une colonne vertébrale. C'est possible, ça peut exister. Tout peut exister. Il y a une colonne vertébrale, c'est Mécano ou pas Mécano, Saliba, Rabiot, Tchouaméni, Olise, Mbappé. Tout ce qui va, les deux latéraux, on va faire le deuil, ils vont rester, on a compris. Doué, pour moi, il peut pas le bouger parce qu'en termes d'état de forme, il est monstrueux. Et surtout, la question qu'on s'est pas encore posée, c'est si Dembélé sort, qui arrive? Ben, c'est Barcola. La Barcola, il nous a fait une entrée extraordinaire. En fait, si tu prends sur le niveau intrinsèque du moment, ben, tu mets plus Barcola que Dembélé, mais Dembélé Ballon d'Or, Dembélé statut, donc c'est compliqué de le mettre sur le banc. Là, il va pas le sortir pour le prochain match comme il avait fait en 2018. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va pas être un immuable, Dembélé, et que lui-même, il doit douter parce que c'est vrai qu'on sent qu'en équipe de France, il y a une sorte de plafond de verre chez lui. Eric, ça t'inquiète au niveau de Dembélé qu'il affiche? Oui, parce que moi, c'est un joueur que j'adore. Il est passé par Barcelone simplement sur les 5 ans qu'il a passé. Il a passé 2 ans et demi à l'hôpital. Bon, après, il est devenu le joueur qu'il est extraordinaire. Je vous rappelle qu'en 2022, c'est lui qui cause le penalty sur Di Maria. À la mi-temps, il est en claquette chaussette et il voit toute la deuxième mi-temps sans lui. Et ils vont en prolongation quand même. Donc, c'est pas un joueur. La Coupe du Monde ne le réussit pas. Et c'est bizarre parce que avec le talent qu'il a dans les pieds et maintenant avec le statut qu'il a réussi à gagner avec le PSG, c'est plutôt le ballon mort. Et moi, le Ballon d'Or. Oui, enfin, oui. DORT, oui. Si tu veux. Mais bon, oui, c'est très bon aussi. Mais donc voilà, je suis inquiet pour lui parce que il a du talent. Il a du talent. Mais moi, je sais pas s'il va se refaire. J'ai l'impression que t'es pas subjugué, que tu te dis oui, c'est un Ballon d'Or. Non, mais je l'adore et je pense qu'il peut se refaire la cerise que sur le côté droit. Et les remettre parce qu'il est pied gauche et moi je l'ai trouvé très bon avant que le génie Luis Enrique le mette dans l'axe. Ouais. Il l'a utilisé à droite. Donc et il fera des replis défensifs. Je l'ai vu d'ailleurs revenir. Donc
faut le sauver. Il a sauvé le soldat Ryan. T'as vu ce film? Et là, faut sauver le soldat Dembélé. Joseph, je me permets. Et c'est quand même. Permettez-vous, mon cher Emmanuel Galasso. Pour revenir sur ce que disait Nabil, il a soulevé un lièvre. Je t'en prie. Je sais reconnaître les gens qui ont du talent. Merci il a soulevé un lièvre sur Koundé qui ne monte pas assez, donc il n'y a pas suffisamment de support. Les dédoublements à la Hakimi, Nuno Mendes, on parlait du PSG, ça n'existe pas en équipe de France. Donc Dembélé se retrouve isolé devant. Donc soit il va très bas pour défendre, il se retrouve avec Koundé, mais quand il remonte, c'est tout seul. Et quand il est devant avec le ballon, il est obligé de la donner à Olysée ou à Mbappé parce que lui tout seul, ok, il peut faire des différences, mais il manque de soutien offensif. Donc il y a quand même un sujet parce que ça sera à droite ou rien pour lui. Et à droite, j'ai l'impression qu'il va être un peu esselé. Et effectivement, et en tout cas, soirée compliquée au final parce qu'il est le premier sorti et 10 minutes après, Barcola, ça plante. Et donc, on a vu aussi le sélectionneur Didier Deschamps. La question lui a été posée en conférence de presse, et Didier Deschamps, qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi est-ce que vous avez échangé Olysée et Dembélé? La réponse ça a été parce que Olysée est mieux en 10. Il n'a même pas mentionné Dembélé. Donc soirée un peu compliquée pour notre Ballon d'Or. On verra s'il est présent contre l'Irak. On aura l'occasion forcément d'en parler dans les tontons du mondial. Eric, allez-y. 3,5 kg, c'est le poids d'un lièvre. Ah, c'est vrai? C'est énorme. C'est un petit bébé. Non, mais pour rebondir ce que disait. Un gros bébé, 3,5 kg, je crois. Ouais, pour rebondir sur ce que disait Nabil. T'as plus Nuno Mendes et Hakimi, les deux meilleurs arrières du monde. Ouais. Et c'était moi, Barcola et Doué qui ont l'habitude de jouer avec ces y a pas de problème. Et puis t'as Ousmane, s'il joue à droite, il a l'habitude. Là, tu te retournes dans le rétroviseur, tu souffles. Bon, on a des problèmes de riches, en fait, on peut dire ça aussi. C'est vrai. On a des problèmes de mais riches. c'est plus la même musique avec les autres. Allez, on va continuer à parler sur ce plateau des tontons du mondial et on va parler notamment des autres perfs individuels et notamment des latéraux et des joueurs qui sont un peu en difficulté. 20h, 21h, les tontons du mondial. Et oui, parce que c'est Koundé, c'est Hernandez. Voilà, il y en a d'autres, Manu, qui sont en galère. Alors, tu disais tout à l'heure que ça va pas changer, on en est sûr et certain. Mais quand on voit la prestation contre le Sénégal, est-ce qu'on en est bien certain? Les deux, pour moi, c'est des points faibles. Mais c'est pas des points faibles face aux mêmes adversaires. Un Koundé, c'est un point faible face au Sénégal parce qu'on parlait du dédoublement, il t'apporte pas offensivement ce qu'un latéral peut t'apporter. Un Hernandez, ça va être un point faible si tu commences à jouer l'Espagne, le Portugal ou des équipes qui peuvent te mettre en danger et devant lesquelles tu t'exposes s'il fait pas les retours. Ce qui a pas empêché Hernandez de manger la feuille, de se prendre un aller-retour. Il a laissé un rein lui aussi sur le terrain et c'est ce qui a fait le but du Sénégal. Mais je pense que les deux, en fait, c'est quelque part, c'est ce qu'il y a de rassurant dans ce drame, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes défauts. Donc selon les adversaires, ça va pêcher d'un côté ou de l'autre. Ouais, et Nabil, c'est quelque chose qu'on peut voir changer ou alors tu t'y attendais finalement et tu te dis Deschamps, en fait, il en est sûr et certain. Koundé, Hernandez et ça bougera pas. Pourtant derrière, il y a des joueurs qui poussent. Il y a Digne, il y a Malo Gusto. C'est pas assez fort pour prendre leur place. Là, c'est à touche-touche, c'est-à-dire que c'est pas un truc où tu te dis c'est une évidence quoi en fait. Donc mais il y a Zaïre Emery, il y a Lucas Hernandez aussi. Peut-être que la meilleure option, ce serait effectivement ce serait Zaïre Emery qu'on a vu faire des choses incroyables au Paris Saint-Germain. Limite, il était plus rassurant. En tant qu'arrière droit. Ouais, en tant qu'arrière droit, il était limite plus rassurant qu'Hakimi en tant qu'arrière droit. C'est-à-dire que quand Hakimi était pas là, on disait Hakimi, on parle d'un avion de chasse, c'est-à-dire que c'est top 6 Ballon d'Or. On te disait dans n'importe quelle équipe au monde, tu dis un joueur à ce niveau-là, il est pas là, tu dis mince, ça va être compliqué ou t'es un peu effrayé. On parlait de ça, c'était comme une lettre à la poste, c'est-à-dire qu'on parlait de Zaïre Emery, on se posait même plus la question de savoir si Hakimi était là ou pas là. Alors qu'Hakimi, c'est un joueur fantastique. Donc Zaïre Emery, oui, ça c'est une vraie interrogation sur le côté droit. Maintenant, il y a la spécialité du poste qui fait que il y a Koundé qui a plus de crédit pour peut-être pas mal de choses, des repères, une expérience, aussi cette capacité parfois peut-être à revenir dans l'axe, parce que c'est un garçon qui a été formé plutôt dans l'axe, donc il a, on va dire, dans sa boîte à outils, il a plus de compétences et il est plus rassurant parce que ça a été son job à plein temps depuis toujours. Alors que Zaïre Emery, parfois vous avez des carrières, oui c'est vrai, vous avez parfois des carrières qui se transforment lorsqu'on vous change de poste. Votre carrière, elle n'est plus la même. Ça se trouve, Zaïre Emery, il va faire une carrière au milieu de terrain à 8 sur 10, et ça se trouve, s'il devient un spécialiste à droite, il va faire une carrière à 9 sur 10. Deschamps a du mal avec les joueurs polyvalents quand même. Il aime les spécialistes. Disons que la possibilité de voir Zaïre Emery sur ce mondial en tant qu'arrière droit est assez maigre, on l'imagine pas trop. Mais Nabil ouvre le débat et lance une petite propagande Zaïre Emery, pourquoi pas. Non, mais t'as pas parlé aussi de Malo Gusto, qui a joué un peu, mais bon, moi
C'est-à-dire qu'avec un déséquilibre, il fait pas l'affaire. Contre l'Irak, il pourrait faire l'affaire. Parce qu'avec un déséquilibre aussi assumé, avoir un contre-attaquant, parce que Malo Gusto, c'est un contre-attaquant, c'est un piston en fait de 3-4-3 si vous voulez quoi. Moi, je pense que c'est un profil qui ne va pas le rassurer. Par rapport aux choix tactiques qui ont été faits. Si on jouait en 5-3-2, pas de problème, il le met. Mais j'y crois pas, moi, à Malo Gusto avec Didier Deschamps. Mais je dis peut-être n'importe quoi. Si tu mets Malo Gusto, tu mets Digne pour équilibrer de l'autre côté. Parce que Malo Gusto, Théo Hernandez, là, tu te retrouves à deux derrière. Là, c'est la fanfare. Plus personne descend. Ils sont deux dans la moitié de terrain. Quoi. Il y a un dernier joueur qui était peut-être un peu en dedans. Et après, on terminera l'émission avec le penalty de Nabil Djellit. On parlera notamment de ce carton rouge potentiel qui n'a jamais existé pour Lionel Messi. Mais est-ce que on peut, oui ou non, expulser finalement Lionel Messi? On va en parler dans quelques instants. Éric Blanc, il y a quand même un dernier joueur dont on n'a pas parlé. C'est Mike Maignan. Ah ouais, lui, c'est le gardien. Accroche-toi à ton Mike. Mais il a pas toutes les clés. Parce qu'il s'est quand même troué. Moi, il me rassure pas à fond. Même sa saison au Milan AC, j'ai pas vu non plus tous les matchs, mais j'en ai vu quand même un certain nombre. Et sur le but qu'il encaisse, il est quand même fautif. Donc, voilà, on s'interroge. Dès que le niveau va monter, qu'on va avoir du Yamin Lamal ou Nico Williams, où on va voir les Anglais, les Brésiliens, on me dit Vinicius est nul, etc. Mais ça va monter en 8e quart. Là, on va bien voir si on est bon ou pas. Parce que c'est vrai que pour en terminer, sur les côtés, on est très fragile, très fragile. Il y a plusieurs joueurs qui ont souffert sur ce premier match, mais c'était une belle équipe en face aussi. En tout cas, il y a la victoire, 3-1 pour les Bleus, et on continue à en parler. On a encore un petit moment ensemble dans les Tontons du Mondial sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants et on va évoquer est-ce que oui ou non on a le droit d'expulser Lionel Messi. Est-ce que c'est autorisé dans le football? Je suis pas certain, on va en parler. On se retrouve pour les Tontons du Mondial sur Sud Radio. Autour de la table, Éric Blanc, Nabil Djellit, Emmanuel Galasso, et tous les trois ensemble, on va continuer à parler de football et on va parler d'un dieu du football, peut-être le dieu du football. Mais a-t-on le droit d'expulser le dieu du football? Il s'appelle Lionel Messi. C'est le penalty de Nabil Djellit. Les Tontons du Mondial, le penalty. Avec le jingle des Tontons Flingueurs, forcément, c'est les Tontons du Mondial sur Sud Radio. Alors, cette action qui a fait tant parler parce que Lionel Messi, oui, il a mis 3 buts, un triplé contre l'Algérie, mais peut-être qu'il y a un monde dans lequel il n'aurait pas dû être sur le terrain. Une vilaine faute commise en première période, c'était sur Aïssa Mendy qui aurait pu lui valoir un carton rouge. Il était à la lutte avec le défenseur algérien et il lui a mis une grosse semelle sur le mollet, et l'arbitre, c'était Simon Martinac. Il a sifflé faute. Et le joueur de l'Inter Miami, il s'est excusé. Bon, voilà, Lionel Messi s'est quand même excusé. Tout de suite, on l'a senti dire j'ai fait peut-être une petite connerie là. Mais il y a pas eu de VAR. On rappelle que forcément en Coupe du Monde, il y a la VAR, elle est là, elle est présente, et même ils peuvent intervenir et dire attends, il y a un truc que t'as pas vu. Et ben là, ça n'a pas été le cas. Est-ce que les grands joueurs sont traités différemment, Nabil? Est-ce qu'on a le droit d'expulser Lionel Messi selon toi? C'est une vraie question. Ça m'a taraudé l'esprit toute la journée, pour être honnête avec vous. C'est presque de l'ordre de la métaphysique, de l'irrationnel, cette histoire. Peut-on expulser Lionel Messi? Et c'est une question à laquelle, en tout cas, moi, je vais vous demander votre avis, mais en tout cas, moi, j'ai mon idée. Alors, je veux absolument pas ici réécrire l'histoire de ce match-là, expulsé ou pas expulsé. Ça n'aurait rien changé au destin de cette équipe d'Algérie qui a été passive, comme on l'a dit en début d'émission. Et d'ailleurs, les Algériens, on les a même pas entendus du tout derrière. Ils étaient plutôt là en train de féliciter Messi et contents de l'avoir croisé sur le terrain. Mais finalement, peut-être que les Algériens sont un peu comme les arbitres, pris par l'aura de Lionel Messi. Donc c'est ce que je me suis dit comme ça. Bon, la situation, tu l'as parfaitement bien décrite. Et puis je me suis dit bon, l'arbitre, il peut très bien ne pas avoir vu. Pas de jaune, rien, même pas un jaune. Hein. Mais je me dis mais la VAR, mais qu'est-ce qu'elle fait dans cette situation-là? Là, la VAR, pour être très honnête, je suis persuadé que si c'est dans l'autre sens, si c'est Mendy qui fait exactement la même faute sur Lionel Messi. Rouge. Je dis pas qu'il y a carton rouge, mais je dis qu'il y a minima, il est rappelé pour checker la situation. C'est absolument pas des théories complotistes ni quoi que ce soit. J'ai vu des arbitres consultants aux 4 coins du monde être tous sur la même ligne. Donc et puis là, il y a assez de caméras pour ce match-là, un match de Coupe du Monde. On peut se dire qu'ils l'ont vu à l'image. Voilà. Donc, je pense qu'il y a une pression qui est incroyable sur les arbitres, une tempête médiatique qui serait inouïe. C'est le premier match de la Coupe du Monde. Gianni Infantino est là.
C'est un match qui est regardé en Mondovision. Vous imaginez expulser peut-être le plus grand joueur de tous les temps. Donc c'est une décision qui est, à mon sens, plus difficile à assumer pour n'importe quel autre arbitre, joueur. Ouais, non, mais pour n'importe quel autre joueur, je pense que hormis peut-être Cristiano Ronaldo également qui est dans cette catégorie, parce que pour moi il y a deux extraterrestres, Ronaldo et Messi, puis il y a les premiers terriens, Haaland, Mbappé. Peut-être que si Messi prend la faute de Kylian Mbappé contre le Sénégal, peut-être qu'il y a pénalty d'ailleurs. Peut-être qu'en 2018 il y aurait eu pénalty. Probablement, mais je suis assez d'accord. Donc en fait, moi je ne jette pas la pierre d'une manière, je vois pas d'impartialité. Je pose la question: est-ce que l'aura de ces sportifs aujourd'hui est leur meilleure protection face à ce genre de situation? On a le droit, il aurait dû être expulsé. Est-ce qu'on a le droit d'expulser Lionel Messi et Eric Blanc? Non, on a le droit s'il fait une faute vilaine. Zidane, il a bien été vilaine cette faute. Non, mais allez, je dirais, c'est un attaquant qui défend mal. Et je veux pas protéger Messi. Il lève tout de suite les bras en l'air. Il voit qu'il a fait une faute. Il méritait le VAR. Il méritait un jaune. De là à mettre un carton rouge, non. J'ai vu des tacles assassins où tu veux vraiment faire mal, détruire un adversaire. Là, pour moi, toi tu juges l'intentionnalité. Oui, et il a fait une faute un peu bête, comme certains attaquants, c'est ce que je ressens. Bon, il a pris de mémoire un seul carton rouge durant toute sa carrière. Bien entendu, si tu lui fais un carton rouge, tu mets 3 matchs, eh ben, il rentre à Miami avec ses enfants, tu tues la Coupe du Monde. Je suis pas dupe non plus que, obligatoirement, les 10 grands joueurs qui tirent quand même la Coupe du Monde vers le haut, qui font le business, on va pas les sortir, voilà. Maintenant, un acte grave, je pense que les arbitres prendront leurs responsabilités, parce que bon, Nabil le dit pas, mais il le pense pas non plus, mais c'est limite, il y a complot, quoi. Tu vois ce que je veux dire? j'ai pas dit ça. Le mec dans il a dit qu'il le pense pas. Il a dit que tu le pensais pas. Non, je pense que c'est un contexte qui crée. Il est payé, il va me sortir Jackie et Michel dans la camionnette, alors que 5 millions, ils ont 25 télévisions, il y a des balles du rez-de-chaussée au 5e étage, ils sont 18. Non, mais il faut arrêter. Moi, je pense qu'il y a des faiblesses humaines, et un peu comme les joueurs algériens, t'as plus envie de faire une photo avec Messi que de lui mettre un carton rouge. Ah oui, bah d'ailleurs, les joueurs algériens, ils se sont pas plaints, Manu. Donc, il y a ça aussi. Il n'y a pas eu de pression des joueurs algériens sur l'arbitre. Qui a suivi la semelle. Il a tenté le coup un peu sur le moment. Ouais, un petit peu. Gentiment. Est-ce qu'il y a faute? Oui. Est-ce que ça mérite un carton jaune? Oui. Est-ce que la VAR peut intervenir pour un carton jaune? Non. Donc en fait, la VAR a été alignée avec l'arbitre en disant ça ne vaut pas carton rouge. Là où l'arbitre se plante, c'est qu'il met pas de carton jaune, alors que ça mérite un carton jaune. Et t'as écouté des spécialistes, moi aussi j'en ai écouté. Ruben Oliveira, arbitre brésilien, et c'est pas des amis des Argentins. Il explique, par exemple, il décrit cette scène, il dit que le geste pied semelle au-dessus de la malléole, c'est pas dans la bonne zone et c'est répréhensible. Par contre, en effet, c'est ce que disait Eric, c'est l'agressivité, l'énergie avec laquelle il vient qui est pas suffisamment forte. Il est maladroite son énergie, en fait, plus qu'autre chose, mais qui met pas en péril, l'état de santé du joueur, ce qui explique qu'il n'y a pas carton rouge. Donc moi, ça me choque pas qu'il n'y ait pas carton rouge. Je t'en prie, Vas-y, Nabil. Si c'est dans l'autre sens, c'est ça en fait la question. Si c'est Mandy qui fait la même chose, ça t'aura pas la réponse, mais il y a une réponse rationnelle en tout cas, tu vois. Sur le plateau d'ESPN, on a eu un ancien attaquant vénézuélien, Alejandro Moreno, qui a dit les grands joueurs sont traités différemment. Oui, c'est une réalité, les règles ne sont pas les mêmes pour tous les joueurs de football. Mais après, Joseph, la réponse est oui. Évidemment, quand tu as un statut, l'arbitre te parle différemment, a plus peur. Maintenant, on sort de Messi. Vraiment, cette action, on l'applique sur 2 joueurs lambda, même sans dire c'est une faute d'attaquant. Tu mets 2 défenseurs qui se font ce truc-là. Est-ce qu'il y a carton rouge? La réponse est non. Après, peut-être, Nabil, j'ai pas la réponse. Alors moi, j'ai déjà vu des situations où c'était moins appuyé que ça, en Ligue 1 par exemple, où la VAR elle a été appelée et le garçon a été expulsé. Mais moi, je veux dire, c'est la question, elle est au-delà de cette situation-là. Quelle pression? Quelle pression peut avoir un arbitre à prendre une telle décision? C'est l'exemple Zidane 2006, il se fait expulser, il n'a même pas de VAR. Il n'avait pas fait grand-chose, Zidane. Franchement, moi, j'ai trouvé ça très sévère. C'était pas intentionnel. C'était très sévère. Je parlais de Zidane en 98, le coup de boule. La VAR aurait pas dû intervenir, mais effectivement, en 98, il s'essuie les pieds sur un joueur de l'Arabie Saoudite, il prend 3 matchs. C'était différent. Là, l'intentionnalité. Non, moi, je pense sincèrement que s'il y a une faute, grand joueur ou pas, bien sûr. Si c'est intentionnel, avec méchanceté, on a la preuve par la vidéo, bien sûr, le VAR doit intervenir. Et voilà. La question est ouverte en tout cas. Merci beaucoup Nabil merci à vous. pour ce penalty. Merci beaucoup à Emmanuel Galasso d'avoir été avec nous, à Eric Blanc. On retrouvera ce plateau lundi prochain dans les tontons du mondial, mais forcément il y en a d'autres des tontons, il y a plein de tontons et on va apprendre à se connaître et tous ensemble aussi. Sur Sud Radio. Il y a une tata effectivement avec Virginie Guillen, on pense à elle. Forcément notre arbitre d'ailleurs, on l'a
l'appellera sans doute. Son avis m'intéresse. Exactement. On l'appellera et on lui posera la question. Est-ce que oui ou non on a le droit? Est-ce que Virginie Guillen aurait expulsé Lionel Messi? On lui posera la question. On se retrouve demain dans les Tontons du Mondial sur Sud Radio et on vous laissera forcément. On reviendra sur Angleterre-Croatie, l'entrée en liste d'un des favoris, sur Ghana-Panama et sur Ouzbékistan-Colombie. C'est à 4h du matin, mais les Tontons vous regardez forcément. Merci à tous de nous avoir suivis et à demain dans les Tontons. 20h-21h, les Tontons du Mondial. Avec Impulse qui accompagne les champions jusqu'au sommet.